Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Feu vert aux péages urbains. Après Londres et Stockholm, la France va bientôt pouvoir instaurer un tarif de congestion à l'entrée des grandes villes. Objectif, diminuer le trafic autoroutier et la pollution. Une mesure loin de faire l'unanimité car jugée discriminante socialement. Le débat dans cette édition. L'UE toujours dans l'impasse, faute d'un accord hier sur le Brexit. Theresa May s'est dite ouverte à une prolongation de la période de transition. La première ministre britannique a besoin d'un délai pour trouver une majorité et éviter le scénario du no deal. Analyse et décryptage dans un instant. Jean-Luc Mélenchon a été entendu par les policiers 2 jours après des perquisitions houleuses. Le chef de file de la France Insoumise a dû s'expliquer pendant 5 heures sur les affaires d'assistants parlementaires et de comptes de campagne. Le député dénonce une justice à 2 vitesses. On en parlera avec notre invité Jackie Coulon, secrétaire national de l'USM. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter, le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi. On retrouvera Alexandre Poussard, salle de conférence pour les réactions des sénateurs à l'actualité dans notre multiplex. Les perquisitions ont été particulièrement mouvementées, tout comme les altercations filmées avec des représentants de la police et de la justice. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a été entendu par l'Office central de lutte contre la corruption. C'est une nouvelle séquence judiciaire pour le député des Bouches-du-Rhône qui estime que son parti, la France Insoumise, fait l'objet d'un traitement particulier de la justice. Jordan Klein. L'audition de Jean-Luc Mélenchon aura donc duré plus de 5 heures. 5 heures au sein des bureaux de la police anticorruption de Nanterre. Et face aux caméras à la sortie, il renvoie une image plus apaisée. Il affirme n'avoir pas fait obstruction aux enquêteurs, mais malgré tout, il pointe toujours du doigt l'extravagance de la procédure. Tout ça est manigancé. C'est juste de la police politique. Alors je ne mets pas en cause la police, mais en cause la police politique, c'est-à-dire la décision politique d'instrumentaliser des magistrats et des policiers pour essayer de faire un mauvais sort à un des chefs de l'opposition. Le but de cette audition, faire la lumière sur 2 enquêtes préliminaires. La première concerne des présumés emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. La deuxième porte sur les comptes de campagne du candidat Mélenchon à la présidentielle de 2017. Du côté des réactions politiques, au gouvernement mais aussi sur les bancs des socialistes, les méthodes de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise sont fermement condamnées. Je pense que ce serait à l'honneur de Jean-Luc Mélenchon de s'excuser auprès des fonctionnaires de police qu'il a maltraités et auprès de la justice qu'il a insulté en remettant en cause son indépendance. Et les Français qui nous écoutent, eux, ils n'ont pas d'écharpe tricolore et ils considèrent que quand ils font des choses, s'ils ont des choses qu'on peut leur reprocher, ils sont poursuivis par la justice. Ça doit être pareil pour les élus et pour Jean-Luc Mélenchon. Les politiques ne sont pas au-dessus des lois et ils sont des justiciables comme les autres. Après, c'est vrai qu'il peut être excédé, avoir le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais en même temps, la justice passe et elle doit faire son travail. L'attitude de Jean-Luc Mélenchon est aussi condamnée au sein même de la France Insoumise. Des dizaines de membres du parti ont décidé de créer un collectif dissident, les Insoumis démocrates. Ils se réunissent ce dimanche à Paris, mais le lieu et l'horaire sont inconnus par peur des représailles. Et on va retrouver Alexandre Poussard depuis la salle des conférences pour une réaction à cette affaire Jean-Luc Mélenchon avec le sénateur socialiste du Val-d'Oise, Rachid Temal. Et oui, avec Rachid Temal, on va revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon à la sortie de son audition aujourd'hui. Alors, il a continué de parler de police politique, d'abus de droit du gouvernement. Qu'en pensez-vous ? D'abord, il faut rappeler 2 choses importantes. Moi, je crois en la justice de mon pays et je crois en la présomption d'innocence. Et je pense qu'il faut que chacun ait bien ces 2 éléments-là en tête pour que la tension redescende. Et je pense qu'il faut maintenant que la justice puisse faire son travail sereinement. Et j'en appelle au calme, notamment de Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que l'image qui est donnée n'est pas la bonne. Il y a aujourd'hui des enquêtes, manifestement, que je ne connais pas puisqu'elles ne sont pas publiques. Il faut que la transparence soit faite. Et je crois que nous sommes en état de droit et donc il faut faire attention à ne pas, comme cela, jeter l'anathème sur les forces de police, sur la justice. Et je pense que c'est important. Après, il faut que tout le monde soit traité à la même enseigne. Je veux dire, là, il y a des interrogations sur les comptes de campagne de la présidentielle. Je ne crois pas
Je crois que ce n'est pas le seul candidat qui a pu faire preuve de remarque, donc il faut que tout le monde soit traité de la même enseigne, ainsi que sur la question, bien sûr, des assistants parlementaires. Donc vous pensez qu'il y a eu un traitement particulier pour la France insoumise ? Non, je dis juste qu'il faut s'assurer que ce soit bien le cas pour tout le monde. Cela évitera ce type d'image et je pense qu'il n'est jamais bon qu'un parlementaire ait cette attitude-là. Mais en même temps, j'appelle le gouvernement, qui là nous fait un grand numéro, M. Attal, M. Le Maire. Un peu aussi de décence, ce serait bien. D'accord. Vous pensez que le gouvernement profite de cette affaire Mélenchon ? Écoutez, il y a quelques semaines, ce même gouvernement, alors que le Sénat faisait juste son travail, nous faisions, nous, en tant que sénateurs, notre travail avec la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, vous aviez le président de la République, les différents ministres, dont la ministre de la Justice, qui venait aussi hurler avec les loups à la télé, dans des réunions, avec tous les parlementaires la plus qu'en marche. Vous voyez, il faut que le gouvernement n'oublie pas, et le président n'oublie pas ces actes d'il y a quelques semaines. Alors, on va revenir quand même sur ces images d'hier. Est-ce que vous avez été choqué par la réaction de Jean-Luc Mélenchon et des membres de la France Insoumise par rapport aux enquêteurs ? Moi, j'ai été choqué par la violence, bien évidemment, et les propos tenus. Et je crois que, comme tous les Français d'ailleurs. D'accord. Et est-ce que vous êtes favorable à cette méthode de communication de diffuser en live sur les réseaux sociaux des perquisitions ? Vous savez, ça c'est à eux de dire, mais en tout cas, il faut à un moment donné, dans notre société, que les hommes politiques, les femmes politiques, bien sûr, utilisent les réseaux sociaux, mais gardent la raison. Et ça ne remplacera jamais les échanges et les propositions avec les Français et les Français. Donc je pense qu'il faut plutôt aujourd'hui s'interroger sur cela, parce que au moment où on se parle aujourd'hui, je pense qu'il y a cela qui est important, mais il y a ce soir la question du Brexit. Et donc je pense que pour nos concitoyens, l'impact le plus important serait effectivement l'impact sur l'Europe, sur son avenir. Donc il faut, je l'ai dit encore une fois, permettre à la justice de faire sereinement son travail. Il faut respecter la présomption d'innocence. Il faut que chacun redescende, dont le gouvernement. Et puis vraiment se concentrer sur ce qui importe les Français et les Français. Parce que ce qui les importe, c'est la question économique, sur la question sociale, la question du chômage. C'est des questions comme ça qui parlent à nos concitoyens. Et je pense que les hommes politiques et les femmes politiques ont intérêt à se concentrer sur ces choses-là. Très bien. Merci Rachid Temal d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre Poussard, pour cette première réaction. Et le Sénat vient de terminer la première lecture de la réforme de la justice avant un vote solennel en séance mardi prochain. Je vous propose de revenir sur le texte tel que amendé par la Haute Assemblée avec Fabien Riquer. Le gouvernement voulait simplifier le système et désengorger les tribunaux et les prisons. Projet fourre-tout, répond la droite sénatoriale, qui a fait subir à Nicole Belloubet de nombreux revers dans l'hémicycle. Comme sur l'échelle des peines, pour lutter contre la surpopulation carcérale, l'exécutif voulait supprimer les peines de moins d'1 mois ferme et favoriser les alternatives à la prison comme le bracelet électronique pour les peines de moins de 6 mois. Cessons l'hypocrisie qui consiste à prononcer des peines d'emprisonnement de moins de 1 mois et à ne pas les exécuter. Reconnaissons que les peines de moins de 1 mois ne servent à rien. Il faut trouver d'autres peines. Rejet des sénateurs, pour eux c'est aux magistrats de décider d'aménager ou non les peines courtes, pour lesquelles ils ont aussi supprimé le recours automatique au juge d'application des peines. Les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 1 an devraient par principe être aménagées par la juridiction de jugement en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation matérielle. En matière civile, l'exécutif voulait accélérer la procédure de divorce en supprimant l'audience de conciliation qu'il juge inutile. Là aussi, refus des sénateurs. L'audience de conciliation est utile. Elle est utile parce que c'est souvent le premier moment où ceux qui sont en conflit peuvent se voir, éventuellement discuter. Je ne dis pas que la conciliation est certaine à coup sûr. Petite victoire pour la garde des Sceaux en revanche. Le Sénat a accepté l'expérimentation pour 3 ans des tribunaux criminels départementaux. Compétents en matière de viol, ils doivent permettre de désengorger les cours d'assises. Aujourd'hui, des crimes, comme le viol, ne sont pas jugés en tant que crimes parce que les victimes ont parfois besoin d'un jugement plus rapide ou souhaitent un jugement plus rapide. Et donc, de ce fait, ces crimes sont correctionnalisés. Monsieur le rapporteur vient de vous le dire. Je ne suis pas favorable à quelque chose qui s'oppose à la vérité judiciaire. À contre-courant de la ligne sécuritaire DLR, la droite au Sénat s'est enfin posée en garante des libertés, par exemple en s'opposant à l'extension de certains pouvoirs d'enquête des procureurs.
Je vous le disais en titre, la France pourrait bientôt découvrir le péage urbain. La mesure figure en effet dans la future loi sur les mobilités. Il reviendrait ainsi aux élus locaux d'installer ce qui est désormais convenu d'appeler un tarif de congestion. Londres et Stockholm ont déjà adopté ce dispositif. Conséquence, une baisse du trafic et de la pollution, comme l'a observé la sénatrice Fabienne Keller dans un rapport présenté aujourd'hui. Cécile Sixou. Des péages urbains à l'entrée des grandes villes, une option envisagée par le gouvernement et un thème sur lequel a travaillé la sénatrice Fabienne Keller. Elle est allée voir les exemples de Londres et Stockholm où le dispositif n'est pas punitif pour les automobilistes mais cherche à faire évoluer les comportements. L'objectif, c'est d'améliorer la fluidité, puisque la congestion pénalise tout le monde, on attend dans sa voiture, on n'avance pas, et puis d'améliorer aussi la qualité de l'air. Donc ils ont mis en place un dispositif de paiement à l'entrée dans un territoire, et tout l'argent collecté a été réinvesti pour améliorer les transports publics et les alternatives à la voiture. Et visiblement, ça marche. À Londres, le trafic a baissé de 15% depuis 2003 et les embouteillages de 30%. Quant aux émissions de CO2, elles ont diminué de 14% dans la capitale suédoise. Pour rentrer dans la City, un habitant va payer un forfait de 12,50 € par jour. Moins à Stockholm, entre 1,70 € et 3,60 € en fonction de l'heure et à chaque fois qu'il rentre dans la ville. Pour élaborer les tarifs dans les villes françaises, la sénatrice propose de faire participer activement la population à la mise en place des prix. Elle préconise aussi un engagement des collectivités. Il faut surtout que les acteurs des métropoles prennent à bras-le-corps ce sujet. S'ils le souhaitent, c'est un des dispositifs possibles pour réellement améliorer la qualité de l'air dans nos villes. Pour le moment, aucune métropole n'a manifesté d'intérêt pour ce dispositif. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, y sont même opposées. Le péage urbain a-t-il un avenir en France? On ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360. Et mes invités pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Keller. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Agir du Bas-Rhin et vous êtes donc auteur de ce rapport. Cécile Sixou vient d'en parler sur les péages urbains. Marc Ivaldi est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes professeur à l'école des hautes études en sciences sociales à la Toulouse School of Economics. Également avec nous sur ce plateau, Julien Bayou. Bonjour, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et puis Pierre Chasseret est également avec nous. Bonjour, vous êtes directeur général de 40 millions d'automobilistes. Première question pour vous, Fabienne Keller, puisque quand on lit votre rapport, finalement, tous les arguments semblent plaider en faveur de la mise en place d'un péage urbain, un tarif de congestion, comme on dit maintenant. Pour autant, aucune expérimentation n'avait été mise en place depuis le Grenelle de l'environnement. C'était en 2007. Ça permettait déjà de tester ce type de dispositif. Pas sûr que les villes françaises s'emparent de cette mesure. Pourquoi, selon vous ? Alors, dans mon rapport, j'ai analysé ce qui s'est passé à Londres et à Stockholm, qui ont depuis de longues années un tel dispositif, et j'ai décrit les conditions indispensables. Une concertation approfondie, une prise en compte des contraintes particulières du territoire concerné, l'utilisation totale à 100% des montants prélevés pour améliorer les transports publics, voire même les voiries qui sont utiles. Ça a été fait à Stockholm. Traiter les publics qui sont mis en difficulté par ce nouveau tarif, en particulier les acteurs économiques, mais aussi les personnes qui n'ont pas d'autre choix que la voiture pour se rendre à leur travail. Donc j'ai expliqué que le dispositif était assez complet et qu'il fallait prendre le temps de longuement discuter avec la population, sans quoi il n'est pas possible de rendre ce dispositif efficace. Il faut créer les conditions nécessaires à la mise en place de ces tarifs urbains. Marc Ivaldi, pour autant, là, on sait que c'est dans la loi et ça reviendra finalement aux élus locaux de faire le choix ou non d'expérimenter ce dispositif. Oui, alors enfin, ce qu'on peut dire, du point de vue de l'économie, de l'économiste, c'est toujours mieux d'avoir un instrument de plus pour faire une politique de transport. Parce que là, actuellement, c'est quoi ? La façon de gérer la congestion, c'est laisser les gens dans leur voiture, partir plus tôt le matin, arriver plus tard le soir, rater les enfants à l'école, se fatiguer. On gère par une très mauvaise solution. Donc cet instrument, c'est quoi ? C'est finalement de permettre de choisir. Et ça, c'est important. Madame la sénatrice en a déjà parlé. On ne peut pas mettre en place une telle mesure sans avoir une alternative. Alors on peut parler des alternatives,
On va y venir effectivement sur notamment l'aspect transport en commun performant. Julien Bayou, ça peut être vécu comme discriminant, ça a été rappelé, socialement discriminant. C'est d'ailleurs un des arguments pour lesquels finalement la ville de Paris ne s'est pas encore saisie de cette mesure. Vous comprenez justement que ça peut être jugé socialement discriminant d'instaurer un péage urbain ? Complètement. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que le péage urbain soit la solution. En fait, c'est évidemment important qu'il y ait un débat parce que voilà, la pollution, les décès dus aux particules fines, le dérèglement climatique imposent d'agir. Donc il faut bien se doter d'une palette d'instruments. De ce point de vue-là, le rapport, le débat sont importants. En l'état, de ce qu'on peut percevoir, moi j'ai très peur que ça soit des contraintes nouvelles pour parler, par exemple, moi je suis élu régional, essentiellement les trajets se font de banlieue à banlieue. Et donc c'est un risque que de contraindre les Parisiens, les banlieusards qui doivent passer par Paris bien souvent pour aller ailleurs, à payer pour pas grand-chose en fait. Et donc, est-ce que ça risque de reporter le trafic ? Est-ce que ça a vraiment un impact sur la congestion ? Voilà, moi je ne suis pas favorable au péage urbain, pour être clair, à ce stade et selon les modalités. Mais en revanche, il faut agir. Et donc, oui au débat, bien sûr, et oui à la réduction de la voiture en ville. Ça passe par permettre des alternatives, donc financer massivement l'offre de transport en commun. Moi, je regrette que ce gouvernement soit aussi frileux vis-à-vis de la taxe poids lourd, parce que si ce n'est pas les pollueurs qui payent, eh bien c'est nous, ou alors c'est des transports publics qu'on ne peut pas financer. Le plan vélo, pareil, est très insatisfaisant. En fait, il y a beaucoup à faire, et voilà, je ne voudrais pas qu'on dise non au péage urbain et qu'on s'en contente du statu quo, alors qu'on doit réduire la place de la voiture. On sait que ça génère une mortalité, une baisse de l'espérance de vie, beaucoup d'asthme pour les gamins, etc. Que les constructeurs automobiles de diesel ont massivement triché et que la France les a quelque part encouragés. Donc on doit organiser la transition. Je ne pense pas que les péages urbains soient la solution, mais il faut favoriser la réduction de la place de la voiture. Que dites-vous en tant que directeur général de 40 millions d'automobilistes sur ces péages urbains ? Je me suis réveillé ce matin avec une sensation assez étrange. La sensation d'être dans un pays où en fait on n'est plus dans un principe très démocratique, dans un pays où on est conduit par une politique très parisianiste, dans un pays où on est conduit par une politique qui vise à taxer, qui imagine que la taxe est sans cesse la solution. Je me suis réveillé avec une sensation étrange, celle que certains privilégiés mettaient en place des mesures, ce qu'ils appellent des mesures d'incitation. Moi, j'appelle pas ça une incitation, je fais ça une taxe. C'est discriminant. Je me suis réveillé avec cette sensation étrange qu'on tapait toujours sur les mêmes, sans même se rendre compte de l'impact. 5 € par jour. Je pensais même pas qu'un jour j'allais... Ce qui est proposé pour les grandes agglomérations de plus de 500 000 habitants. Je vais même vous dire mieux. Paris, Lyon, Marseille serait concerné. Je pensais pas qu'un jour j'allais être en accord avec Julien Bayou. Alors on n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord du tout. Pas sur moi, tout. Je suis pour réduire le diesel, vous protéger. Malgré les révélations sur la tricherie des finir. On va parler du péage urbain parce que c'est un autre débat, Julien Bayou. Vous êtes caricatural dans l'approche. On a besoin du débat. On revient sur le péage urbain et je rappelle qu'à Londres, les tarifs, c'est 8 livres, c'est à peu près 9 €. C'est inférieur à ce qui est proposé par le gouvernement Pierre Chasseret. Et puis il y a quand même pas mal de villes dans le monde où il n'y a rien. Donc au lieu de prendre des exemples où là où on paye, vous savez, c'est toujours facile de prendre des exemples un petit peu où d'autres payent plus cher. Dans ce cas-là, on peut tout justifier. Une chose est sûre, cette mesure, elle est objectivement discriminante. Point. On ne peut rien dire contre ça. À partir du moment où vous mettez en place un principe de vignette critère en disant aux gens, pour rentrer en ville, il faudra avoir la bonne vignette. Et ensuite, vous revenez derrière en disant, non, finalement, maintenant que vous avez changé votre véhicule, on va quand même vous interdire de circuler. Du moins, non. On va le faire plus insidieusement. On va vous demander de payer. Pour l'instant, la loi sur les mobilités n'est pas votée. François de Rugy a rappelé d'ailleurs ce matin chez le confrère de BFM que ce serait aux élus locaux de trancher. Je vous propose de l'écouter et je vous fais réagir juste après. Il y a en effet un certain nombre de choses qui ont été réclamées par les élus locaux. Et notamment la question du péage urbain. Il faut savoir que la loi l'a déjà autorisé. C'est les lois Grenelle qui ont été faites il y a une dizaine d'années. Mais elles avaient prévu des conditions qui fait que les élus locaux éventuellement intéressés, je ne sais pas s'il y en aura in fine, n'ont pas pu le mettre en place. Donc il y aura des possibilités, il y aura des limites. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dépasser un certain niveau de péage. Ensuite, ce seront les élus locaux qui décideront. Voilà, ce seront les élus locaux qui décideront, Fabienne Keller. Alors, ce qui est apparu dans les deux exemples que j'ai étudiés de manière approfondie, c'est qu'en fait, il faut un consensus entre les différentes échelles de collectivités et l'État
si on veut pouvoir mettre en place un tel dispositif. Je voudrais rappeler aussi que l'inaction est coûteuse. L'évaluation faite au Sénat en 2015, la pollution de l'air coûte à l'économie française, en termes de santé, mais aussi en termes de coûts économiques dans certains secteurs, 100 milliards d'euros par an. La pollution de l'air, ça représente 44 000 décès anticipés. Il n'y a pas eu une étude, il y a eu un ensemble d'études. Et cette préoccupation de respect des conditions de vie de nos concitoyens est importante. Et l'impact d'un véhicule qui circule dans les zones très densément peuplées est évidemment très supérieur à ce qui se passe pour un véhicule qui circule en milieu rural. À cet égard, les contributions des automobilistes, c'est une étude du Trésor qui le démontre, sont plus que... elles couvrent largement les coûts des véhicules en milieu rural, alors qu'elles sont très faiblement couvertes, ces charges, ces impacts sur la santé, ces impacts sur la congestion en ville. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis allée voir là où c'était en place depuis un certain temps, c'est qu'il y avait des résistances bien compréhensibles, parce que chacun s'inquiète pour sa vie quotidienne, pour sa possibilité de circuler, ont été progressivement remplacées par une adhésion. L'exemple de Stockholm est très intéressant. 74% des concitoyens adhèrent aujourd'hui à ce dispositif, alors qu'à son départ, il y avait une vingtaine de pourcents favorables, et puis après la période de test, ils ont fait un référendum. Les résistances locales, c'est ce que vous nous dites, Fabienne Keller. Marc Ivaldi, et ensuite je vous donnerai la parole, parce que tout le monde va réagir. Traiter des situations particulières. À Stockholm, les gens qui n'ont pas d'autre choix que le véhicule individuel, ce que vous décriviez, il peut y avoir des dérogations. Il y a des exonérations fiscales pour prendre en compte. Marc Ivaldi, et ensuite Julien Bayou et Pierre Chasseret. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il est clair que la congestion, c'est pas très bon pour la croissance économique. Et pour les gens. Et pour les gens, mais d'abord pour la croissance économique. Et pour ça, plutôt le bien-être des gens, si vous voulez. Oui, bien sûr, mais le bien-être. Les deux. Marc Ivaldi, c'est son domaine sur la croissance économique. Pour que ça soit efficace, un péage urbain, il faut qu'il soit assez élevé. Sinon, ça ne marche pas. Mais effectivement, ça devient très, très fort. Parce que si je multiplie 2,50 € par 250 jours, ça fait une somme assez importante. Et évidemment, on peut comprendre que les automobilistes réagissent. Ça pourrait monter jusqu'à 20 € pour les camions, selon les projections du gouvernement. Parlons de ceux qui sont les plus nombreux. Hein, c'est les automobilistes. Alors, il est clair que, et ça va dans le sens de ce que Mme Keller a dit, ça ne peut pas se mettre en place comme ça. Et en fait, le péage est fait donc pour régler un problème de congestion, mais comme je viens de le dire, pour que ça marche, il faut qu'il soit fort. Mais si c'est fort, ce n'est pas acceptable. Donc, il sert aussi à financer d'autres choses, et en particulier des transports publics et aussi des routes. Il ne faut pas que ça soit que pour ça. Alors, autant essayer de le faire, parce qu'on ne va pas pouvoir rester dans cette situation. Donc, à mon sens, la proposition que je ferais, c'est plutôt d'avoir un péage urbain très large. On a 15 millions d'automobilistes sur le périphérique à Paris. Ne serait-ce que commencer à payer 10 centimes par jour, eh ben on commencerait à avoir un peu d'argent pour justement faire des pistes cyclables. C'est la contrepartie, effectivement, de développer les transports en commun, le plan vélo, Julien Bayou. Mais là-dessus, il y a une sorte de diversion, parce que, alors, déjà, il faut dire que le statu quo n'est pas acceptable. C'est-à-dire que la congestion, moi, en vrai, je m'en moque de la croissance. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des gens. Et vous ne pouvez pas dire que la vie est belle quand vous avez 1h30 dans les transports, et effectivement, ça signifie aussi des conditions de travail dégradées, etc. Donc, le statut, et vous avez rappelé, et je l'avais rappelé avant, le coût sanitaire de la pollution. Donc, il faut moi, bien sûr envisager des alternatives. Le pouvoir d'achat des gens, ça me paraît important. Exactement. Donc, je trouve que c'est un problème. Et je vous parlais de ségrégation sociale. Le problème de la congestion, c'est que ça fait baisser le pouvoir d'achat. Et le péage urbain le fait baisser aussi. Et moi, je préfère parler de niveau de vie d'ailleurs. Mais là où je trouve qu'il y a une diversion de la part du gouvernement, c'est qu'on a une fiscalité, la taxe carbone, qui génère des milliards d'euros. Cette année, ça va être 13 milliards d'euros. Elle devrait être intégralement reversée à ceux qui la payent, c'est-à-dire ceux qui sont obligés. Je pense notamment aux artisans. Vous avez souvent des artisans, ils ont une camionnette, c'est souvent du diesel. Pour s'équiper dans des véhicules moins polluants, eh bien, ça coûte, ça a un coût, mais c'est un investissement de la part de la société
pour réduire l'impact sanitaire, la pollution, etc. Eh bien, cette fiscalité écologique, c'est 13 milliards d'euros. C'est un braquage organisé par l'État qui l'utilise pour financer le crédit impôt compétitivité emploi, qui génère à peu près 0 emploi, hein, plutôt que de financer la transition énergétique, ces infrastructures dans les transports. Et donc, on fait peser sur la personne qui roule un coût supplémentaire, alors que finalement, les ressources, on les a, et on devrait les mettre massivement sur la transition écologique. Pierre Chasseret. Bon, je vais essayer cette fois-ci d'aller au bout. Vous êtes parti à Stockholm. Je reviens sur les péages urbains parce que c'est quand même le débat du jour. C'est le débat, effectivement. Et je voudrais revenir sur cette position. Moi, je vais vous conseiller aussi d'aller voir une ville. C'est un petit peu plus proche. Ça se passe du côté de Lille. C'est plutôt une idée intéressante et séduisante. Au lieu de parler d'une taxe qui vise à sanctionner et à pénaliser, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt une sorte de péage positif, c'est-à-dire rétribuer les gens s'ils prennent leur voiture en dehors des heures de congestion et laisser les autres tranquilles. Alors, ça peut marcher aussi. Effectivement, cette idée a été écartée par la ministre. Ah bah vous imaginez bien, elle n'est pas rentable, donc on n'en parle pas. On préfère faire un débat sur pour ou contre le péage urbain et être tous d'accord pour dire qu'il faut taxer l'automobiliste. Sauf qu'il ne se passe pas une seule journée où on ne parle pas d'une taxe supplémentaire, Madame Keller. On a eu le 80 km/h et l'augmentation par 2 ou 3 du nombre de flashs sur les routes. On a eu la taxe carbone avec les augmentations sur les prix du carburant. J'étais avec le vice-président de l'Association française des maires ruraux ce matin. Vous voulez savoir ce qu'ils en pensent vraiment, les maires ruraux? Vous attendez le salon des maires pour voir ce qui se passe en zone rurale. C'est un drame. On est en train de tuer nos campagnes. Il y a cette mesure. Il y a le malus écologique, parce qu'il n'y a plus de bonus sur les véhicules à l'achat. Quand vous avez une famille maintenant, vous êtes taxé. Les Français se lèvent, ils ouvrent le journal, c'est une taxe. C'est vrai que vous le disiez. Alors moi, je partage une grande partie de vos arguments. C'est-à-dire que le monde rural, piégé, qui a besoin de sa voiture pour se déplacer, se sent très pénalisé par l'augmentation de taxes. Et je partage l'idée que la contribution climat-énergie devrait être, en tout cas son augmentation, entièrement fléchée sur l'amélioration des transports publics ou des voiries pour leur sécurité, pour traiter les points noirs. Sur le bonus-malus, c'est une très bonne idée. Parce que c'est un dispositif auquel les Français répondent bien. On le voit bien sur les véhicules, pour moins émettre du carbone. Donc, loin de moi l'idée d'être en contre-pied de vos positions. Mais moi, mon objectif, je trouve que cette idée de prendre en compte le fait que quand on amène son grand véhicule, qui fait 1 tonne alors qu'on transporte 60 ou 80 kilos, est pénalisant pour tout le monde, parce que ça augmente le temps de transport de tout le monde, parce que ça pollue l'air, qu'il y ait un ressenti à ce sujet et que ce surcoût soit bien transmis à celui qui utilise cette liberté. Mais votre réponse, c'est la taxe. Alors, ce n'est pas une taxe, c'est une contribution dont 100%... Et c'est une clause à Londres comme à Stockholm. Ils nous l'ont bien répété. La condition absolue pour son acceptabilité, c'est qu'elle soit à 100% réinvestie dans les transports publics. Et d'ailleurs, dès la mise en place du péage, il faut qu'il y ait un bond en avant du service et les voiries. En fait, vous êtes aussi pour une taxe, mais plus perverse. Pardon? Celle d'augmenter. Oui, la taxe de l'inaction. La taxe de l'inaction, celle du temps perdu dans les transports. Parce que si on ne fait rien, ça va continuer à augmenter. Vous allez partir encore plus tôt le matin. Non, vous allez dormir encore moins. Et ça, c'est une taxe. Non, donc je vous ai proposé quelque chose. Non, c'est une taxe. Et elle coûte très cher. Parce que évaluez-la au prix de l'heure du travail, même du SMICAR, et vous verrez, vous verrez que c'est moins cher. J'ai fait les calculs à Toulouse. Chaque matin, implicitement, le Toulousain paye 1,60 €. C'est-à-dire exactement le prix du ticket de métro. C'est pas le vrai, c'est pas qu'il le paye. Je vais réitérer parce que je pense que peut-être que je me suis mal exprimé aussi, c'est peut-être de ma faute. Je vous propose, en contrepartie d'un péage qui doit être abandonné, parce que cette idée de la taxe pour la taxe ne peut suffire en France, et on en a marre des taxes. Je vous propose de mettre en place un principe simple de rétribution acceptable, c'est-à-dire celui qui prend sa voiture en dehors des temps de congestion va se voir rétribuer son parcours. C'est ce que fait l'agglomération lilloise. C'est pas si facile de faire évoluer les mentalités non plus, Pierre Chasseret. C'est ce que vous proposez. Vous proposez de taxer. Julien Bayou. Non, je finis. C'est ce qu'a proposé Madame la sénatrice. Si vous voyagez à midi, vous ne paierez pas la taxe.
Donc, il n'y a pas de rétribution. Julien Bayou, je pense que vraiment. Si, la rétribution est dans le fait que ce n'est pas congestionné à ce moment-là grâce au dispositif. Oui, il y a les riches qui roulent et puis ceux qui ont moins d'argent qui ne roulent pas. En effet, Madame Keller, vous roulerez. Pour le coup, non, parce que je ne suis pas riche et parce que ce n'est pas le sujet. Ça a été étudié sociologiquement à Stockholm et je pense d'ailleurs qu'il nous faudrait aller plus loin parce qu'on a une catégorie de personnes qui vivent en banlieue, qui travaillent en périphérie, qui ont besoin d'être pris en compte. Alors, Julien Bayou, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Le problème, c'est la place de la voiture en ville. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait tant de gens qui aient si besoin que ça de la voiture. C'est-à-dire que vraiment, là, on est en train de chercher éventuellement à taxer, etc. Vous proposez à peu près le statu quo. Bon, il faut envisager un mouvement vers la réduction massive de la place de la voiture en ville. C'est ça l'enjeu principal. C'est votre enjeu. Mais c'est un enjeu, c'est un enjeu sanitaire. Non, moi, mon enjeu, c'est la congestion. Vous pouvez pas dire qu'on va continuer tel quel. C'est ça qui est complètement dingue. C'est pas ce que je On vous a ai dit, des particules fines, ça a été rappelé, qui génèrent des morts inacceptables. C'est un coût. On a un dérèglement climatique. Et vous êtes toujours là en train de dire oui, le diesel, il faut continuer, etc. J'ai dit ça. Il faut, bien sûr. Mais vous l'avez dit depuis très longtemps. Donc ce qu'il faut organiser, c'est permettre à ces personnes qui sont dépendantes de leur voiture de s'en passer. Parce que par exemple, si on dit c'est moins cher à midi, mais là encore, c'est valable pour celles et ceux qui peuvent choisir leurs horaires. Alors, et Bruno donc pas pour Le la Maire, grande masse. Le ministre de l'économie est également notre invité. Et donc c'est investir dans les transports en commun. On va l'écouter, Julien Bayou, agréable. et ensuite on continuera ce débat. On écoute. Bruno Le Maire tout de suite. Mais la cohérence qui est derrière tout ça, le travail, le rétablissement des finances publiques et la lutte contre le réchauffement climatique qui passe par une action forte sur le logement et les transports, qui sont les deux secteurs les plus émetteurs de CO2 et qui posent le plus de problèmes sur le réchauffement climatique. Mais vous savez bien que Donc moi, je veux qu'on offre la possibilité aux communes qui le souhaitent de mieux contrôler ces trafics routiers qui sont excessifs, et les péages peuvent être une solution. Ce sera aux communes, qui est celles qui ont la liberté de mettre ou non en place ces péages. Ce sera à elles d'étudier aussi les modalités pour que les ménages modestes soient les moins touchés. Fabienne Keller, on ne peut pas non plus régler le problème de la pollution avec simplement l'instauration de ces péages urbains. Non, mais c'est clairement un dispositif parmi d'autres. Par exemple, les voies réservées aux voitures avec 3 passagers et plus sont des dispositifs qui existent ailleurs dans le monde, qui ne sont pas du tout pratiqués chez nous. Il y a les zones à faible émission que 15 villes se sont engagées à mettre en place, je le rappelle, parce que la France est sous le coup d'un contentieux européen sur le problème de la qualité de l'air. Et ce n'est pas l'Europe techno, c'est une directive européenne qui reprend les critères de pollution de l'air de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les principales villes françaises ne les respectent pas. Donc il y a un sujet d'intérêt public. Et j'entends l'argument, les gens n'en peuvent plus en termes de fiscalité et ne croient plus non plus que c'est ça qui va résoudre le problème, puisque ça fait 30 ans qu'on augmente la fiscalité sur cet argument. Je le reçois et c'est pourquoi il est fondamental que tout l'argent collecté soit entièrement réinvesti et qu'une transparence totale soit donnée sur ces réinvestissements, mais aussi sur l'impact, qualité de l'air et encombrement. Moins 14% d'encombrement de congestion à Londres, moins 23% sur les particules fines et les dioxydes d'azote à Stockholm, alors que la population a augmenté de 20% sur le périmètre, des résultats concrets et auxquels la population adhère, parce que tout un chacun est sensible aux enfants, aux personnes âgées qui ont des problèmes de bronches à cause de la pollution de l'air. Madame Keller, est-ce que vous pensez que les Français élisent des élus, des politiques, pour juste leur mettre en place des nouvelles taxes? On attend de vous d'autres idées. On attend de vous des idées beaucoup plus simples. C'est pas bien de le réduire à ça. Mais c'est vous qui l'avez réduit à ça. Que proposez-vous pour éviter ces 44 000 morts prématurées en France? Madame Keller, je viens de vous faire une proposition. La moitié de la contribution est liée à la circulation. Madame Keller, je viens de vous faire une proposition. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'entendu notre association dans le cadre de... Mais je vous dis que le bonus-malus est dans le dispositif, puisque le bonus qu'on donne, c'est la possibilité de circuler dans de bien meilleures conditions. Laissez-moi terminer. Moins d'accidents. Une fluidité, donc moins de temps comme sur le 80 km/h, et donc moins de contributions. Sur les accidents, c'est impressionnant. Sur les accidents, c'est très impressionnant. Il se trouve que c'est dans le compte de la sécurité sociale. Marc Ivaldi, je voudrais qu'on aborde aussi l'aspect technique de modalités d'application. Comment ça se passerait? Il n'y aurait pas vraiment de barrières physiques? Non, les dispositifs existants sont des dispositifs de reconnaissance de plaques d'immatriculation. On commence à bien les connaître dans nos villes parce que c'est ce qu'utilisent les contrôleurs du stationnement.
on peut penser que les évolutions technologiques, notamment le GPS, enfin un système d'identification du véhicule, permettront des dispositifs peu coûteux. D'ailleurs, les travaux sur les véhicules autonomes... C'est ça ma question. Ça coûte cher de mettre en place des péages urbains, Marc Ivaldi, peut-être. Oui, c'est pas donné, hein, c'est pas gratuit, mais maintenant les technologies, elles sont là. On peut les adapter. Enfin, ça sera à l'État, aux collectivités, de supporter ces coûts d'installation. Alors, la taxe va ramener. Ça sera compensé. Enfin, la taxe, le péage va ramener des sous et dedans, on paiera les Londres, comme à Stockholm, tout le monde, État et collectivités, ont participé à l'investissement initial. Et il y avait un consensus sur l'idée de le mettre en place. Sinon, franchement, c'est pas la peine, c'est la condition. Je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est d'abord de savoir qui va payer. Parce qu'actuellement, j'ai regardé, il y a un rapport qui vient de sortir, qui a été demandé par Mme Pécresse, sur un péage urbain à Paris. Le prix, c'était sur la base de 8 €. Ça rapportait 400 millions d'euros, mais ça faisait près de 600 € par personne. Ça c'est pas possible et en même temps, c'est pas très important. Donc, ce qui est fondamental, c'est de savoir qui va payer. Et ça, est-ce que c'est tous les conducteurs qui sont sur le périphérique et quel est le prix? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est dire de commencer très très bas et de dire, voilà, pendant 10 ans, on va augmenter, mais d'avoir une règle très claire sur cette augmentation, de façon à ce que l'information, l'automobiliste ait le temps de changer sa stratégie. Et d'utiliser cet argent pour développer l'utilisation du vélo électrique, d'utiliser les transports en... Julien Bayou. Là, on est vraiment sur taxer des personnes qui n'ont pas les ressources pour faire autre chose, c'est-à-dire vraiment des personnes qui sont obligées d'aller en voiture à leur travail. Et c'est ça qu'on doit... Mais je ne comprends pas pourquoi personne ne réfléchit à réduire cette dépendance à la voiture. Ça implique des questions d'aménagement du territoire. Par exemple, tous les matins, il y a 1 million de personnes de Seine-Saint-Denis, alors si on parle pour l'Île-de-France, qui traversent Paris sans s'y arrêter en transport pour aller dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, parce qu'on a décidé de manière complètement idiote de mettre les bureaux dans un coin et les logements ailleurs. Donc ça, c'est une question d'aménagement à moyen et à long terme, mais il y a beaucoup de trajets qui se font comme ça, de banlieue à banlieue. Et si on dit aux gens, vous allez payer pour vous déplacer, évidemment qu'on ne peut pas avoir d'adhésion. Donc, en fait, il faut permettre de réduire cette dépendance. Il faut réduire la place de la voiture en ville. Ça passe par développer les transports. Ça passe par les plans sur la marche. Moi, je rappelle quand même que 4 trajets sur 10 en ville, c'est pour des trajets de moins de 3 km. Donc, il faut pouvoir permettre aux gens de s'en passer, tout simplement, de faire autrement. Et puis, sur l'argent... Pardon, mais ça fait maintenant 5 ans qu'on dilapide 20 milliards d'euros avec le crédit impôt compétitivité d'emploi, sans aucune contrepartie. On arrive bientôt au terme de ce débat. Cette contribution carbone qui est kidnappée alors qu'elle pourrait aller financer, et il y avait la taxe poids lourd qui devait ramener de l'argent pour financer des infrastructures. On voit bien que la voiture chasse aujourd'hui des centres-villes. Il faut aussi peut-être réfléchir à des solutions alternatives. En fait, c'est plus pervers que ça. Je pense que l'État a bien compris que la voiture était une bonne source de profit et une bonne source de taxes. On le voit bien, de taxes à outrance. Ne vous inquiétez pas, tous les gens qui ont une voiture et qui ont entendu ce débat, eux, se reconnaîtront dans ceux qui se font siphonner leur réservoir directement et leur compte en banque pour des taxes qui sont juste insupportables. Et on n'a pas élu des politiques, Madame Keller, pour inventer des pistes de solutions comme ça. J'attendais autre chose. Je ne parle pas de statu quo, j'ai même proposé quelque chose. Et puis vous parlez des automobilistes, c'est aussi des parents, c'est aussi des gens qui sont soucieux de leur santé et qui se soucient du climat. Moi j'entends l'exaspération des automobilistes pour les 30 milliards d'impôts qu'ils payent, parce que toutes les augmentations réalisées au motif de l'environnement aujourd'hui ne sont pas fléchées sur l'environnement. Et ça, c'est un manque de transparence. Non, c'est parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ce n'est pas acceptable. Ils n'ont plus d'argent. Les débats seront animés au Parlement. C'est justement qu'on n'empêche pas d'accéder au centre-ville.
On propose aux gens d'essayer de décaler leurs horaires. À Stockholm, il y a un horaire heure creuse, un horaire heure pleine, pour que chacun puisse s'adapter, et surtout une offre alternative fortement renforcée. C'est tout l'enjeu de la cohérence de l'ensemble. Je respecte les gens qui n'y sont pas favorables a priori, parce que je comprends les difficultés que ça crée à court terme, mais nous ne pouvons pas continuer à proposer à nos populations de vivre dans des villes toujours plus polluées. Merci Fabienne Keller, merci Pierre Chasseret. Le débat se poursuivra dans l'hémicycle au Parlement au moment de l'examen de la loi sur les mobilités. Merci à tous les quatre. Autre sujet qui concerne les transports, il concerne le projet d'autoroute à péage entre Lyon et Saint-Étienne. Il est abandonné, confirmation de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, dans un entretien au journal Le Progrès. L'État va privilégier les alternatives routières et ferroviaires à l'A45, a-t-elle indiqué. Alors on va retrouver Alexandre Poussard, toujours en direct de la salle des conférences, pour une réaction avec le sénateur LR du Rhône, Michel Forissier. Oui, Michel Forissier, quelle est votre réaction à cet abandon du projet d'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne qui a été annoncé aujourd'hui par la ministre des Transports, Elisabeth Borne? Alors pour une fois, de plus, sur la méthode, c'est un mépris des élus locaux et des parlementaires. Parce qu'annoncer de Paris une décision alors qu'il y a quelques jours, on était plutôt basé sur le contraire en apprenant de Madame la Ministre que, bon, pour l'instant, le projet n'était pas abandonné. Sur la méthode, c'est quand même un vrai mépris des élus locaux. C'est un mépris aussi des gens. Il y a des accidents sur l'A47 actuellement très souvent parce que c'est une autoroute qui est très dangereuse, qui traverse des agglomérations. Donc, abandonner la 45, c'est un peu le pouvoir du prince, mais ne rien mettre en regard pour s'y situer. C'est pas de mettre quelques wagons de plus sur des rames de train qui vont régler le problème, ça on en est bien conscient. L'agglomération lyonnaise manque d'un contournement ouest, qui d'ailleurs elle le dit dans son intervention, dans sa communication, et cela pour nous c'est bien, parce que c'est une réalité, ça de figure toutes ces infrastructures sur des documents d'urbanisme, mais rien ne se fait. Donc aujourd'hui, c'est un handicap pour le développement de l'agglomération lyonnaise et de Saint-Étienne, c'est très clair. Alors, il y a des élus qui sont pour, il y a des élus qui sont contre, mais tout le monde a été logé à la même enseigne, tout le monde a appris ce matin, par notre journal local, que ça ne se ferait plus, et en contrepartie, rien ne se fait, c'est ce qui est grave. Alors justement, vous le disiez, ce projet oppose les élus depuis 40 ans, c'est un peu le Notre-Dame-des-Landes lyonnais. Finalement, est-ce que ce n'est pas une manière d'abandonner un projet qui n'était pas consensuel ? Oui, mais enfin, même si le projet n'est pas consensuel, à un moment donné, il faut trouver une solution. Et pour moi, gouverner, c'est choisir. Et si dès qu'il y a une opposition ou dès qu'il y a des élus qui ne sont pas d'accord, si le gouvernement n'est plus capable de diriger la France, ça veut dire que ce gouvernement, sur le problème de la compétence, a un vrai problème. Alors, la ministre explique cet abandon par justement l'impact environnemental d'un tel projet et puis par le prélèvement des terres agricoles qui l'induit. Est-ce que ce sont des raisons valables selon vous ? Les raisons, on peut les entendre, mais je vous le dis encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on ne peut pas abandonner ce projet sans mettre un projet de substitution en face. Parce qu'autrement, le développement de l'agglomération de Saint-Étienne et de la métropole de Lyon va encore prendre du retard. Vous savez, il faut que Saint-Étienne ait à la fois du ferroviaire et de l'autoroutier. Très bien. Merci Michel Forissier d'avoir répondu à nos questions. Merci Alexandre pour cette nouvelle réaction. Les perquisitions ont été particulièrement mouvementées, tout comme les altercations filmées avec des représentants de la police et de la justice. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a été entendu par l'Office central de lutte contre la corruption. Une nouvelle séquence judiciaire pour le député des Bouches-du-Rhône qui estime que son parti, la France Insoumise, fait l'objet d'un traitement particulier de la justice. Jordan Klein. L'audition de Jean-Luc Mélenchon aura donc duré plus de 5 heures. 5 heures au sein des bureaux de la police anticorruption de Nanterre. Et face aux caméras à la sortie, il renvoie une image plus apaisée. Il affirme n'avoir pas fait obstruction aux enquêteurs, mais malgré tout, il pointe toujours du doigt l'extravagance de la procédure. Tout ça est manigancé. C'est juste de la police politique. Alors je ne mets pas en cause la police, mais en cause la police politique, c'est-à-dire la décision politique d'instrumentaliser des magistrats et des policiers pour essayer de faire un mauvais sort à un des chefs de l'opposition. Le but de cette audition, faire la lumière sur 2 enquêtes préliminaires. La première concerne des présumés emplois fictifs d'assistants parlementaires européens.
La deuxième porte sur les comptes de campagne du candidat Mélenchon à la présidentielle de 2017. Du côté des réactions politiques, au gouvernement mais aussi sur les bancs des socialistes, les méthodes de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise sont fermement condamnées. Je pense que ce serait à l'honneur de Jean-Luc Mélenchon de s'excuser auprès des fonctionnaires de police qu'il a maltraités et auprès de la justice qu'il a insulté en remettant en cause son indépendance. Et les Français qui nous écoutent, eux, ils n'ont pas d'écharpe tricolore et ils considèrent que quand ils font des choses, s'ils ont des choses qu'on peut leur reprocher, ils sont poursuivis par la justice. Ça doit être pareil pour les élus et pour Jean-Luc Mélenchon. Les politiques ne sont pas au-dessus des lois et ils sont des justiciables comme les autres. Après, c'est vrai qu'il peut être excédé, avoir le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures, mais en même temps, la justice passe et elle doit faire son travail. L'attitude de Jean-Luc Mélenchon est aussi condamnée au sein même de la France Insoumise. Des dizaines de membres du parti ont décidé de créer un collectif dissident, les Insoumis démocrates. Ils se réunissent ce dimanche à Paris, mais le lieu et l'horaire sont inconnus par peur des représailles. Et Jackie Coulon, secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jackie Coulon, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une justice à deux vitesses. Comment réagissez-vous à ces propos ? Je ne comprends pas cette expression de justice à deux vitesses. Parce que si l'on compare, ou si on veut comparer les affaires mettant en cause d'autres formations politiques, eh bien, il y a eu des informations ouvertes, des mises en examen qui sont intervenues, alors que en ce qui concerne la France Insoumise, il n'y a ni information, ni mise en examen. On est uniquement au stade d'audition, qui plus est audition libre. Et s'il y a une justice à deux vitesses, elle est plutôt favorable là à l'enquête qui concerne la France Insoumise. Oui. Jean-Luc Mélenchon, tout est parti de ces perquisitions, une dizaine. Est-ce qu'il y a eu peut-être des moyens disproportionnés pour mener à bien ces perquisitions ? Dans la mesure où il a été procédé à des perquisitions simultanées dans une dizaine d'endroits, il fallait nécessairement mobiliser beaucoup de fonctionnaires de police pour procéder à ces perquisitions, parce qu'il faut 7 ou 8, une dizaine peut-être de fonctionnaires pour une perquisition. Eh bien, s'il y a 10 lieux à perquisitionner, on arrive rapidement à près d'une centaine de fonctionnaires à mobiliser. Donc, ça se passe toujours comme ça, Jackie Coulon, puisque Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était une procédure qui n'était pas normale de par son ampleur. Si, c'est une procédure absolument normale. C'est tout ce qui est de plus classique. Tous les endroits où on était susceptible de trouver des preuves de la commission de l'infraction qui étaient recherchées, devaient être perquisitionnés. Et ça, c'est le procureur de la République qui a déterminé les lieux, dans le cadre de sa direction de l'enquête, a déterminé les lieux où devait être procédé à des perquisitions. Jean-Luc Mélenchon a donc été entendu pendant 5 heures. À sa sortie, il s'en prend directement à Emmanuel Macron. Il dit qu'il a raté finalement sa manigance. Il parle d'un complot. Alors, je rappelle que la loi interdit au garde des Sceaux de donner des instructions au procureur de la République dans les affaires individuelles. Rien ne permet de penser que cette loi n'a pas été respectée dans le dossier de M. Mélenchon. Rien ne permet de dire que c'est sur instruction du pouvoir politique que le procureur a dirigé l'enquête. Pour autant, il est vrai que le statut du parquet devrait être amélioré et nous c'est ce que nous réclamons, puisque nous savons que le pouvoir de nomination des procureurs de la République est entièrement entre les mains de l'exécutif. On en a eu l'exemple il y a une quinzaine de jours avec la nomination du prochain procureur de la République de Paris. Donc il y a des doutes sur l'indépendance de la justice, Jackie Coulon ? Des doutes, non, mais des suspicions qui résultent du statut du parquet, oui. Et ces suspicions ne pourront être levées qu'avec une réforme du statut du parquet que nous appelons de nos vœux, et nous appelons la classe politique, en particulier ceux qui se plaignent d'une justice qui serait aux ordres du pouvoir politique, précisément d'influer pour que le statut du parquet soit réformé comme nous le demandons. Est-ce qu'il y a un statut particulier qui est réservé à la France Insoumise ? Vous évoquiez les autres affaires, celles qui concernent le Rassemblement national de Marine Le Pen, ou encore les assistants parlementaires du MoDem, ou encore le siège de La République En Marche qui avait été perquisitionné pour l'affaire Benalla. Est-ce que là, il n'y a pas deux poids, deux mesures ? En tous les cas, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Non, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il y a des cadres juridiques qui sont différents, puisque dans un certain nombre de cas que vous avez cités, il y a des instructions judiciaires qui ont été donc ouvertes, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction a été nommé. Et dans le cadre de l'affaire de la France Insoumise, il n'y a pas de juge d'instruction.
Peut-être pas encore, car le procureur de la République a toujours la possibilité d'ouvrir une information et de solliciter la désignation d'un juge d'instruction ou de plusieurs juges d'instruction sur ces affaires-là. Mais c'est le commun, le droit commun qui s'applique, et le droit commun, c'est éventuellement de faire des perquisitions, des auditions et d'avoir des explications. Les perquisitions, on l'a vu, elles ont été particulièrement mouvementées. On a vu Jean-Luc Mélenchon les mettre en scène en se filmant. Ça a choqué les syndicats de police, mais aussi l'USM. Comment avez-vous vécu justement ces images qu'on a pu quasiment vivre en direct? Alors, autant chacun a le droit de filmer chez lui, autant la mise en scène qui a été mise en œuvre pose effectivement question. Alors, c'est vrai que la loi ne l'interdit pas, dans la mesure où c'est lui qui filme sa propre perquisition, j'allais dire, parce que la Cour de cassation a eu l'occasion d'annuler des procédures où des journalistes filmaient une perquisition sans l'assentiment de la personne chez qui avait lieu la perquisition, et la personne ensuite s'est plainte de cette... Quand on est soi-même perquisitionné, on peut se filmer, il n'y a pas de... La loi ne l'interdit pas. On pourrait réfléchir à ce que la loi... demande en tous les cas les syndicats de policiers. Voilà, on pourrait se poser la question, et il pourrait y avoir une loi qui l'interdise, avec le développement notamment de tous les réseaux sociaux qui permettent une diffusion immédiate d'images, comme c'est ce qu'on a vu avant-hier. Il y a eu aussi beaucoup d'invectives de magistrats. Vous avez été choqué. Est-ce que vous allez mener une action? Alors ça c'est un autre volet qui est absolument inadmissible. Ce sont les bousculades, les invectives à l'égard des magistrats, à l'égard des fonctionnaires de police qui ont été maltraités, alors qu'ils n'étaient là que pour faire que leur devoir, dans un cadre légal qui avait été, qui est tout à fait connu de tous, qui a été au surplus explicité par le procureur de la République qui se trouvait sur place à Jean-Luc Mélenchon. Et il n'y avait absolument aucune raison que ces faits se déroulent comme ils se sont déroulés. Et ça constitue effectivement une infraction de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et nous nous satisfaisons que le procureur de la République de Paris ait lancé une enquête préliminaire, et nous verrons les résultats de cette enquête préliminaire. Autre aspect dans cette affaire, Jean-Luc Mélenchon dit « Je suis une personne sacrée ». Il fait valoir son immunité en tant que parlementaire. Alors, deux observations. Personne sacrée, nous sommes dans un État laïque, et je ne connais pas de personne sacrée parce qu'il est un élu de la République. On comprend ce qu'il veut dire, justement, par là. Oui, mais il a quand même utilisé ce mot sacré. Deuxième observation, c'est vrai qu'en tant que parlementaire, il bénéficie d'une immunité parlementaire, mais l'immunité parlementaire n'empêche pas de procéder à une perquisition. Elle empêche de procéder à une arrestation, une garde à vue, une mesure coercitive sur sa personne, comme de la détention provisoire ou un contrôle judiciaire, mais pas une perquisition. Et donc, la perquisition ayant été opérée dans un cadre parfaitement légal, eh bien, il devait s'y soumettre. Il pourra, le cas échéant, plus tard, contester la légalité, s'il le veut, de la perquisition. Mais pour l'instant, la perquisition, elle a, selon ce que je crois, été autorisée par un juge des libertés et de la détention. Et donc, elle s'est déroulée dans un cadre légal, sauf décision contraire qui interviendrait ultérieurement. Mais ce n'est pas à la personne perquisitionnée de réagir comme l'a réagi Jean-Luc Mélenchon. Et il doit se soumettre à la perquisition, comme tout citoyen qui respecte la loi. Eh bien, merci à vous, Jackie Coulon, d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre éclairage. C'est ce qu'on appelle l'affaire des bébés nés sans bras. Entre 2009 et 2014, 7 enfants sont nés sans bras ou sans main, notamment dans le département de l'Ain. Alors leur famille cherche à comprendre pourquoi. Certains écologistes imputent la faute aux pesticides, mais rien n'est encore prouvé pour l'instant. Géraldine Bavoilo. Que s'est-il passé en Bretagne, dans l'Ain et en Loire-Atlantique pour que des enfants naissent sans main, sans poignet ou avec des membres mal formés? Depuis 2007, 14 enfants sont nés avec ce que l'on appelle une agénésie des membres supérieurs. Pour l'instant, toujours aucune hypothèse quant à la cause de ces malformations. Isabelle Grassin-Thémas et son mari sont les parents d'une petite Charlotte de 6 ans qui n'a pas d'avant-bras gauche, et aujourd'hui, ils se mobilisent.
La naissance, on est choqués, on ne s'attend pas du tout à ça. C'est quand même impressionnant et on n'a aucune réponse. Donc on a tout de suite un encouragement, un soutien psychologique de la maternité, mais par contre on n'a aucune réponse du corps médical concernant la cause, ni même bien ce que c'est. Et on se sent tout à fait isolé. Oui. Jeudi dernier, Santé publique France, une agence de sécurité sanitaire qui dépend du ministère, publie un rapport sur ces malformations. Dans celui-ci, nous pouvons y lire qu'il n'y a pas d'excès de cas. Alors qu'une autre agence, le registre des malformations congénitales du Rhône-Alpes, pointe une occurrence 58 fois supérieure à la normale. Les registres de malformations, il n'y en a que 6, à la fois en métropole, il y en a un aux Antilles et un à La Réunion. Donc c'est trop peu, c'est que ça reprend que 19%, si vous voulez, des naissances en France. L'État joue un rôle terrible. Et plutôt que de les encourager, plutôt que de les financer, vous voyez, parce que ça a été quand même eux qui ont donné l'alerte, et notamment le registre de l'Ain, eh bien, on cherche à les éteindre. La question de la fragilité des structures est clairement posée, et plus largement, celle d'une véritable surveillance des malformations chez l'enfant. 18 départements veulent expérimenter le revenu de base, un moyen efficace de lutter contre la pauvreté, selon eux. Une proposition de loi socialiste pourrait être déposée pour autoriser cette expérimentation. Béatrice Finzan. La Seine-Saint-Denis ou encore l'Aude, parmi les premiers à s'engager dans l'aventure, ont été récemment rejoints par l'Hérault. Séduits par ce contrat social, les présidents de conseils départementaux socialistes étaient hier à l'Assemblée nationale pour présenter leur projet de loi aux députés et sénateurs. En tête du groupe, la Gironde. Il s'agit d'un revenu qui serait versé automatiquement, qui serait versé sans condition particulière, mais avec une forme de contrat social avec les personnes, de manière à ce que nous réalisions l'accompagnement qui remet sur un parcours de vie ou sur un parcours professionnel, et qui serait réalisé à partir de la fusion de certaines allocations existantes que nous fusionnerions pour les transformer en revenus de base. Deux modèles ont été retenus. D'un côté, la fusion du RSA et de la prime d'activité, soit 550 € minimum. De l'autre, la fusion du RSA, de la prime d'activité et de l'APL, soit 740 €. Et c'est le point central de ce revenu de solidarité. Il s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans, ceux qui, pour l'heure, n'ont pas droit au RSA. L'objectif étant d'observer sur le terrain si cette nouvelle allocation est efficace et pertinente pour lutter contre la pauvreté. Plus qu'une démarche sociale, c'est un projet politique soutenu par le chef des socialistes au Sénat. Cette proposition de loi va plus loin que le revenu d'activité prévu par M. Macron. Elle n'est pas conditionnée, elle s'adresse à toutes les catégories d'âge, y compris les jeunes, et elle permet de donner un socle de revenus pour des personnes en difficulté qui pourront retrouver confiance et donc aussi leur dignité. L'expérimentation doit durer 3 ans. Elle devrait concerner près de 60 000 personnes. Déposée à l'Assemblée nationale hier, cette proposition de loi devrait être examinée en janvier dans l'hémicycle et en mars au Palais du Luxembourg. Alors justement, pour en parler, on retrouve Alexandre Poussard. Vous êtes avec le sénateur LR d'Ille-et-Vilaine, Dominique Delège. Quel regard porte-t-il là sur cette proposition de loi socialiste ? Et oui, Dominique Delège, vous avez beaucoup travaillé au Sénat sur cette question du revenu de base. Que pensez-vous de cette initiative des 18 départements socialistes pour l'expérimenter ? Je crois qu'il y a deux manières d'aborder le sujet. Il y a un problème de fond et un problème de forme. Alors sur la forme, 18 présidents de conseils départementaux socialistes qui inscrivent cette initiative dans le prolongement du plan pauvreté du président de la République. J'ai envie de dire, ils règlent leur compte entre eux. Je pense que si on veut lancer véritablement une initiative, une expérience, il faut rassembler au-delà, bien évidemment, d'une formation politique, quelle qu'elle soit. Et ici, au Sénat, d'ailleurs, nous avions, il y a 2 ans, pris l'initiative d'une commission d'enquête sur ce point précis et regarder ce qui pouvait se passer dans d'autres pays. Alors, ce problème de forme étant exposé, il y a le problème de fond.
on ne peut pas aborder la question du revenu de base sans poser la question des minima sociaux, bien évidemment, et de la tranche d'âge à laquelle on va s'intéresser. Je vois que pour certains, c'est entre 18 et 24 ans, et je pose la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a plus de 24 ans? Et puis, il y a un autre sujet, qui est bien évidemment celui de faire en sorte que ce dispositif ne vienne pas décourager un peu plus que ce qui est le cas aujourd'hui, ceux et celles qui souhaitent trouver du travail et pourraient trouver un intérêt à rester à la maison, même s'ils sont accompagnés. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cette dimension. Et puis, dernier élément, est-ce que c'est au département de prendre cette initiative? Certains disent aujourd'hui qu'il faut recentraliser l'action sociale parce que c'est une politique nationale et sans ouvrir le débat sur la question du financement des dépenses sociales dans les départements, je pense qu'avant de prendre cette initiative, il serait utile que le cahier des charges soit clairement défini entre l'État et les départements, qui finance quoi, quelles sont les mesures d'économie que l'on peut attendre, qui prendra en charge le surcoût et surtout quelles sont les allocations qui viendraient à être fusionnées dans cette nouvelle allocation dite revenu de base. Alors justement, vous parliez de découragement des personnes qui cherchent du travail. Est-ce que ce revenu de base peut-il affaiblir la valeur travail? Écoutez, il y a quand même un grand danger. Moi, je suis un élu du milieu rural. Je suis quand même frappé de voir que, ne serait-ce que le coût du transport en milieu rural, avec l'augmentation du gasoil, et lorsque vous êtes sur un revenu de 1000, 1100 euros net par mois, et que vous avez 300 euros pour vous déplacer et aller travailler, ça vous fait un reste à vivre de l'ordre de 800 euros si, comme on évoque tout à l'heure à l'écran les chiffres aux alentours de 750 euros, attention, il faut que ce revenu de base permette aux gens de vivre, il y a une dimension sociale, permette aux gens de s'insérer, mais ça ne doit pas décourager et devenir en quelque sorte une rente à vie. Très bien, merci Dominique Delège d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre, pour ces réactions en direct. On en vient à présent au second débat de Sénat 360 consacré aux négociations sur le Brexit. Vous le savez, elles sont au point mort et pourtant, on vient de l'apprendre, la période de transition pour Londres dans le cadre des négociations pourrait être prolongée. C'est une annonce de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Un délai dont a bien besoin la première ministre britannique Theresa May si elle veut éviter le no deal. On l'écoute. Une nouvelle idée a émergé et cette idée à ce stade est l'option de créer une période de transition de quelques mois. Et ce ne serait que pour quelques mois. Mais le fait est que cela ne devrait pas être nécessaire parce que nous travaillons pour nous assurer que nous aurons cette relation future en place d'ici la fin décembre 2020. Et je suis sûre que c'est possible d'y arriver et nous travaillons en ce sens. Alors avant d'en parler avec mes invités, on retourne salle des conférences. Alexandre Poussard, vous êtes avec Christian Cambon, c'est le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, puisqu'un débat a eu lieu sur ce thème hier dans l'hémicycle. Oui, Christian Cambon, la première ministre britannique Theresa May propose d'allonger les discussions avec l'Europe d'1 an pour aboutir à un accord. Est-ce que c'est bon signe? Écoutez, je crois qu'il faut tout faire pour aboutir à un accord parce que une solution négociée vaudrait mieux qu'un no deal. Même si c'est une échéance que nous ne pouvons pas écarter, il faut rechercher toutes les voies et moyens pour tenter d'obtenir cet accord. Madame Theresa May a des adversaires au sein de son propre camp qu'elle doit convaincre. Et moi, je fais tout à fait confiance à Michel Barnier, notre négociateur, qui fait un travail extraordinaire pour aller jusqu'aux limites les plus extrêmes pour essayer de négocier cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Nous ne l'avons pas voulu, vous le savez, hein, mais rien ne serait pire que d'arriver à une absence d'accord. Alors, ce qui bloque les négociations, c'est notamment la situation de l'Irlande du Nord et le retour de cette frontière entre les deux Irlandes. Est-ce que c'est possible d'arriver à une solution ? Il faut confectionner une solution particulière. Nous avons, avec la Commission des affaires étrangères, nous avons été en Irlande. J'ai posé mes 2 pieds de chaque côté de l'absence de frontières et on voit très bien que la remise en cause
des accords du Vendredi Saint qui avaient mis un terme à cet épisode épouvantable de lutte entre les catholiques, les protestants, enfin tout le monde se souvient de cet épisode. On voit très bien qu'on ne peut pas revenir au passé. Mais à l'inverse, l'Europe ne peut pas tirer un trait sur les principales libertés de circulation des biens, des personnes, des marchandises, etc., qui fondent l'Union européenne. Donc il va falloir trouver une solution et il faut certainement que nos amis anglais fassent un pas de plus, car la solution qui s'impose, ce serait effectivement que l'Ulster et l'Irlande soient traités d'une manière identique. Ce n'est pas possible pour des raisons historiques, tout le monde le comprend, mais il faut encore aller plus loin et chercher une solution qui soit à la fois viable, réalisable et qui permette de régler ce problème qui en vérité est insoluble. Alors on a l'impression que tout le monde se prépare déjà à une absence d'accord, à un no deal. La France va déposer au Parlement un projet d'ordonnance pour prévoir toutes les mesures en cas de Brexit sec. Est-ce que c'est déjà trop tard ? Le no deal est effectivement une hypothèse qui devient de plus en plus sérieuse parce que le temps passe. Espérons que le temps qui est donné aux négociateurs permettra d'avancer. Néanmoins, il faut s'y préparer. Donc nous sommes saisis d'un projet d'ordonnance que nous n'avons toujours pas vu. Ce serait bien de ne pas saisir le Parlement dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Une commission spéciale va siéger sur ce sujet, rassemblant tous les groupes, car c'est un sujet à sorties multiples, si j'ose dire. Et donc, il faut aussi se préparer à cette éventualité-là. Moi, je vois que des pays comme l'Allemagne et un certain nombre d'autres s'y préparent peut-être un tout petit peu plus activement que nous. Donc, au gouvernement de prendre les initiatives nécessaires. Et en cas de no deal, tout le monde va y perdre, en tout cas économiquement. On chiffre à 70 milliards la perte pour l'Europe. Ce n'est pas simplement une perte d'argent, ce sont des complications extrêmes, ce sont des pertes d'emplois. Moi, j'ai évoqué hier à la tribune quelques conséquences pratiques pour que les gens comprennent. C'est pour le port de Dunkerque 25 millions d'euros d'investissement à faire immédiatement pour pouvoir contrôler le trafic. Il y a plus de 1200 camions qui transitent par là. Il faut savoir qu'un contrôle de 2 minutes par camion, c'est 30 km de bouchons chaque jour. Donc je laisse à chacun le soin d'apprécier la nécessité d'aller vraiment vers un accord. Voilà, merci Christian Cambon d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre, et vous en avez parlé avec le président de la Commission des Affaires étrangères. Dans les négociations sur le Brexit, c'est la question de la frontière avec l'Irlande qui empoisonne les débats. Fabien Riquer nous explique pourquoi. De l'autre côté du fleuve, c'est le comté de Donegal, en République d'Irlande. Par beau temps, on a une meilleure vue. Comme vous voyez, on est vraiment tout proche. Chez les Bryson, on est éleveur de père en fils depuis un siècle. Kevin élève des bovins à viande des deux côtés de la frontière. Il a 270 vaches au Royaume-Uni, 130 en République d'Irlande. Pour l'instant, toutes ces vaches sont européennes. Nous arrivons à la frontière. Vous voyez ces panneaux? Voilà, c'est ici. Nous voilà en République d'Irlande. Comme vous voyez, la route est libre, il n'y a aucun obstacle. La perspective du Brexit ravive de mauvais souvenirs chez Kevin Bryson. Le rétablissement de la frontière couperait son exploitation en deux. Une frontière et des contrôles entraîneraient des ralentissements et des coûts. Et sur le plan politique, cela créera des divisions là où il ne devrait pas y en avoir. Et l'histoire nous enseigne que les divisions, ce n'est pas bon. Après le Brexit, Kevin devra faire une croix sur 2/3 des aides européennes qu'il perçoit aujourd'hui. À Derry, tout le monde redoute l'impact économique du rétablissement de la frontière. À l'image de Gavin Kailin, cet entrepreneur a racheté une imprimerie en 2004. Il emploie aujourd'hui 40 personnes. Il y a 18 mois, Gavin a investi près d'1 million d'euros dans cette imprimante ultramoderne, fabriquée au Danemark. Si on devait acheter cette machine en étant à l'extérieur de l'Union européenne, les taxes à l'import la rendraient sans doute trop chère pour nous. Aujourd'hui, personne ne fabrique ce type de machine au Royaume-Uni. Gavin importe toute sa matière première de l'Union européenne et réalise 40% de son chiffre d'affaires avec la République d'Irlande. Le problème, c'est l'incertitude.
Y aura-t-il une frontière, des contrôles douaniers? Les marchandises pourront-elles circuler librement? Nous ne savons pas. Certains de nos clients en République d'Irlande envisagent de ne plus se fournir au Royaume-Uni, mais plutôt de se tourner vers des fournisseurs dans l'Union européenne. Nous pourrions envisager de délocaliser une partie de l'activité en République d'Irlande. Ce qui est sûr, c'est que le temps nous est compté. Gavin ignore à quoi ressemblera la frontière après le Brexit. Certains évoquent même le maintien de l'Irlande du Nord dans le marché unique. Les nationalistes irlandais plaident quant à eux pour une réunification des deux Irlandes. En attendant, les Européens ont acté leur refus du retour à une frontière physique, quitte à remettre en question l'intégrité territoriale du Royaume-Uni. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Anne-Catherine Loisier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste de la Côte d'Or, merci d'être sur ce plateau. Clémentine Forissier est également avec nous, bonjour, vous êtes rédactrice en chef à Contexte. J'accueille également Ryan Lézard, bonjour, merci d'être avec nous. Chargé d'enseignement à Paris-Dauphine, expert auprès de La République En Marche. Et puis Jean Bizet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, sénateur LR de la Manche. On vient d'apprendre par la voix de Jean-Claude Juncker la demande de Theresa May d'une période de délai supplémentaire va être probablement acceptée. Ça va permettre de sortir de l'ornière cette période de transitoire, Jean Bizet. Écoutez, j'aimerais le croire, mais ce n'est pas à mon avis de période supplémentaire dont l'Angleterre a besoin. C'est de clarification, je dirais, en interne de leurs représentants politiques et de décisions politiques. Ça fait plus de 2 ans qu'ils savent très bien quelles sont les conditions, je dirais, du deal. Indivisibilité des 4 libertés, liberté de circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Et s'ils veulent sortir, ils seront désormais un pays tiers, puisqu'ils refusent et l'union douanière et le marché unique. Ils doivent aujourd'hui en prendre conscience et en payer les conséquences. Et 1 mois ou 2 mois de délai de réflexion ne changera pas les choses. Anne-Catherine Loisier, c'est vrai qu'elle a du mal à obtenir une majorité politique, Theresa, mais sur ce point, il faut s'attendre à un no deal. Je crois que plus on approche du 29 mars, de la date fatidique, plus la traduction ou les conséquences concrètes se précisent pour l'ensemble des ressortissants et des Britanniques et des Irlandais. Et on voit bien les limites du débat. Et je crois que, comme le dit notre président Bizet, il me semble... je ne vois pas forcément l'utilité de prolonger. Ou alors, quels éléments nouveaux seraient susceptibles d'être apportés au débat dans les prochains mois qui n'aient pas déjà été pris en compte. Donc c'est vrai que je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans une impasse. Clémentine. En fait, le problème, il est qu'elle a besoin de convaincre chez elle. Si vous étendez la période de transition d'une manière ou d'une autre, si vous donnez plus de temps d'une manière ou d'une autre aux Britanniques, c'est pas ça qui résout le problème. Il est possible que le salut de Theresa May vienne des travaillistes, c'est-à-dire pas de son propre parti, parce qu'on sait qu'il y a déjà une partie de son propre parti qui voterait contre de toute façon ce deal. Et en fait, son salut viendra vraisemblablement de ce que peuvent faire des élus travaillistes qui ne sont pas forcément sur la même ligne que Jeremy Corbyn, le leader du parti travailliste, qui est le parti d'opposition, et qui pourraient se dire, en fait, on a tout intérêt à soutenir Theresa May, nous, on s'affiche comme pro-européens, et on aide la Première ministre à faire ce deal. En fait, c'est ce genre de choses-là qu'elle doit régler en interne. Mais très honnêtement, l'extension d'une période de transition, plus de temps pour négocier, aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet. Ryan Lézard. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La réalité politique, c'est qu'aujourd'hui, on paye les conséquences d'une campagne de référendum qui n'a pas mis en avant les conséquences concrètes du Brexit. Theresa May, politiquement, elle n'a plus de majorité sur le Brexit. Ça, c'est la réalité. Et donc, c'est toujours plus facile de dire non à l'Europe sur un référendum plutôt que de proposer une alternative constructive. Deuxièmement, au plan économique, ça vient d'être dit également, chacun, aujourd'hui, autour de la table, a intérêt à un accord. Le Royaume-Uni, parce que ça a été dit, c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiellement perdus pour les entreprises britanniques. C'est 250 000 emplois potentiellement. Et l'Union européenne, parce qu'on a des coopérations en matière militaire, en matière industrielle. Europol, par exemple, qui est une coopération qui permet de partager les informations sur des profils, notamment de suspects, et en particulier en matière de terrorisme. L'Union européenne a fait un pas en disant au Royaume-Uni, vous pouvez rester dans Europol. Maintenant, c'est au Royaume-Uni de montrer qu'il y a un compromis possible. Jean Bizet. Je vais même plus loin que monsieur. Ce référendum a été bâti sur des mensonges.
on sort, on sort, je dirais, de cette ambiguïté à son détriment, on sort de ces mensonges sur des conséquences dramatiques. Je l'ai dit, écrit et répété, c'est un suicide collectif pour l'Europe. 70 milliards de coûts annuels dans un monde aussi ouvert sur un plan économique, où la recherche de compétitivité, si je puis dire, est essentielle. Vous avez la première économie mondiale, avec ce marché unique, si vous voulez, qui est en train de se plomber avec 70 milliards, je dirais, de charges supplémentaires. Et ceci pour rien, tout simplement parce qu'à un moment donné, David Cameron, qui est un garçon assez, je dirais, remarquable par ailleurs, a décidé, pour unifier son parti, de mettre la question, je dirais, de l'appartenance de son pays à l'Union européenne sur la table. Et on a vu ce que cela donnait. Est-ce que l'Europe peut encore jouer un rôle et justement aider Theresa May sur la voie d'un accord ? Je pense que d'une certaine façon, ces histoires de prolongation, de période de transition, de donner plus de temps, etc., c'est une manière de faire une sorte de geste politique, mais qui, dans les faits, n'a aucune conséquence concrète sur le problème qui se pose aujourd'hui pour Theresa May. C'est en gros, elle choisit le Royaume-Uni. En tout cas, si on se place d'un point de vue où on pense que le Brexit peut avoir des conséquences négatives, ou elle choisit le parti conservateur. Enfin, je veux dire, c'est le schéma, il est un peu celui-là. Donc, les Européens, ils font une sorte de geste politique, mais dans les faits, ça n'a pas de conséquences. Je ne vois pas bien, et d'ailleurs à Bruxelles, il y a pas mal de gens qui disent que Michel Barnier a déjà été très créatif dans les options proposées pour essayer... C'est le mot qui compte. Voilà, pour essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, mais pas de frontière physique. Enfin voilà, donc honnêtement, je ne vois pas très bien ce que les Européens peuvent proposer de plus. C'est pas l'avis des Britanniques et des diplomates britanniques quand on leur en parle, mais du point de vue des Européens, ce qu'on entend, c'est plutôt ça. Anne-Catherine Mazet. Oui, non, enfin, on peut peut-être imaginer que cette prolongation, effectivement, elle a un contenu, une vocation plus politique de la part des Européens, qui consisterait à donner un peu plus de marge et d'espace à Theresa May pour gérer la situation. Et c'est vrai qu'on entend aussi, de part et d'autre, des idées de second référendum. Est-ce que voilà, ce laps de temps supplémentaire ne peut pas laisser aussi émerger... voilà. On sait qu'il y a... Voilà, on l'évoquait tout à l'heure avec Jean Bizet, c'est vrai que les Britanniques se sentent très engagés par ce premier référendum, hein, c'est quand même une grande démocratie, mais il n'empêche qu'on entend de plus en plus de politiques prendre des positions autour d'un nouveau référendum. Donc peut-être qu'il y a là quelque chose à exploiter. En tout cas, je pense que nous, Européens, nous avons à utiliser en tout cas cette option, à lui laisser l'opportunité. C'est cette question, Ryan Nézard, est-ce que la France se prépare suffisamment bien à avoir cette absence d'accord, ce no deal et ses conséquences? On entendait Christian Cambon au micro d'Alexandre Poussard dire que d'autres pays, peut-être européens, notamment l'Allemagne, étaient mieux préparés. 2 points. D'abord, la France, elle a fait partie des pays qui ont plaidé pour qu'il y ait un accord dans le cadre du Brexit. Et donc, toutes les positions françaises, d'ailleurs Michel Barnier est un négociateur qui se trouve est de nationalité française. Toutes les positions ont toujours consisté à être constructifs, à dire aux Britanniques: restez avec nous sur le plus de coopération possible, on a besoin de vous sur le spatial, sur le militaire, sur l'Europe de la défense, etc. Et dans le même temps, faites un certain nombre de concessions, parce que le Brexit avec le meilleur des deux mondes, pour parler en bon français, ça n'existe pas. Sauf dans le monde, effectivement, des Brexiters, mais qui, en l'espèce, ont fait preuve de beaucoup d'arrogance. Deuxième point, au plan national, il y a en ce moment un projet de loi qui va permettre de prendre des ordonnances le cas échéant. Il y a 700 recrutements de douaniers qui sont prévus sur la durée du quinquennat. Donc les dispositions, elles sont prises. Est-ce qu'elles suffiront? On verra. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui ne date pas d'aujourd'hui. Jean Bizet. On vient effectivement d'être saisi par le gouvernement d'un projet de loi portant habilitation pour le gouvernement pour prendre un certain nombre d'ordonnances. Notre collègue, Mme Loisier, fait partie de cette commission spéciale justement qui est en train de travailler là-dessus. Et le 6 novembre, nous voterons au Sénat. Il y aura une attitude constructive qui dépassera bien évidemment les clivages politiques de cette maison. En l'occurrence, sur ce sujet-là, il n'y en aura pas, à mon avis. On fera tout, le rapporteur et moi-même et l'ensemble des membres, pour qu'il n'y en ait pas. Ceci étant, je crois très clairement, depuis le début des auditions que nous menons sur le sujet, on s'aperçoit, si je puis dire, d'une part, en écoutant les socioprofessionnels, les représentants des transports, les représentants des entreprises, que des pays, surtout d'Europe du Nord, ont déjà anticipé cette problématique. Ils sont, dans leur gène, beaucoup plus réactifs
et je dirais habile que nous sur ce point. Et déjà, malheureusement, des flux, je dirais, de marchandises, notamment maritimes, sont en train de se positionner dès maintenant, sur certains ports, je dirais, belges ou néerlandais. Si bien que quand la Commission, il y a à peu près 2 mois, en plein mois d'août, a lancé, si vous voulez, que ce serait simplement en 2023 qu'on réexaminerait ce qu'on appelle, je dirais, les mécanismes d'interconnexion en Europe, parce que pour le moment, aucun port français n'était listé. Je crois qu'il est urgent que le gouvernement prenne la vraie dimension de cette problématique, et puis que le gouvernement et les administrations publiques soient auprès des entreprises pour les aider. Ce qui se passe dans d'autres pays. Mais ça, je dirais que c'est un petit peu génétique. Donc il va falloir faire très très vite. Valentine Forissier. Ce qui est intéressant, c'est de voir que assez vite après le Brexit, le SGAE, qui est le secrétaire général aux affaires européennes, qui est censé faire de la coordination interministérielle, a tiré la sonnette d'alarme en disant il faut absolument que chaque ministère liste tous les enjeux pour lui du Brexit. Et finalement, l'administration française s'est mise en marche à ce moment-là. Et il y a des choses qui ont été faites. Le Trésor, il y a une cellule qui travaille sur le Brexit depuis longtemps. Ils ont produit vraisemblablement des études pour essayer d'analyser l'impact économique du Brexit pour la France. Alors c'est un peu compliqué à faire parce que ça dépend aussi des différents scénarios possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez flou. Il y a un travail d'anticipation. Il y a un travail d'anticipation. Mais ce qui est vrai, c'est que tous ces rapports qui ont été produits, aussi bien côté Bercy qu'au SGAE, qu'au ministère des Affaires étrangères, n'ont jamais été rendus publics. Et pour l'instant, voilà. et même la commission à l'Assemblée nationale qui était chargée du Brexit a demandé à pouvoir avoir accès à ces rapports. Et la réponse qui leur avait été faite en janvier dernier, c'était vous pourriez les consulter dans une pièce spécifique, un peu comme les accords commerciaux, mais on ne les diffusera pas. Et pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion de les voir. C'était stratégique. Oui. Voilà, le fait de les dissimuler ou de ne pas les rendre publics, c'était stratégique. C'est pas donner entre des débits pour les voir. Non, ce qui est assez inquiétant, enfin, ce qui nous pose nos questions, c'est qu'effectivement, dans 180 jours, on est censé s'être adapté pour. Alors, pardon, Anne-Catherine Loisier, puisqu'on parlait de ce débat en séance, la ministre Loiseau est revenue sur l'objectif du texte qui vous sera soumis le 6 novembre. Je vous propose de l'écouter. Notre objectif est clair. En aucun cas, il ne s'agit de punir le Royaume-Uni, qui serait de toute façon le grand perdant d'une absence d'accord. Mais nous devons faire en sorte qu'un Brexit sec pèse le moins possible sur les citoyens de part et d'autre de la Manche et que nous puissions maintenir autant que possible la fluidité de nos échanges. Ce projet de loi sera examiné par le Sénat dès le 6 novembre. Le Royaume-Uni, le grand perdant, je vois que ça vous fait réagir. Oui, juste un point sur cette histoire, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, il ne s'agit pas de punir le Royaume-Uni, etc. Ça, c'est la version officielle, mais très honnêtement, tous les diplomates qu'on interroge disent qu'il faut quand même que ça fasse un peu mal. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas que le Royaume-Uni puissent bénéficier des avantages sans les obligations qui sont liées à l'UE. Ce qui paraît très logique, mais il y a aussi une autre petite musique qui est très présente à Bruxelles, c'est que les Français sont particulièrement durs dans la négociation ou dans l'approche par rapport à d'autres pays européens. Et en tout cas, c'est quelque chose que les Britanniques disent beaucoup. Je ne sais pas la réalité du sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui, mais vous ne pouvez pas être en dehors de l'Union européenne, être traité comme un pays tiers comme la Chine, dans le cadre du droit de l'OMC, et en même temps bénéficier des coopérations, et en même temps ne pas payer, ne pas contribuer au budget de l'Union européenne, et en même temps continuer à peser quand même sur les orientations des textes, ce qu'on sait que les Britanniques savent faire aujourd'hui dans les négociations européennes. Il faut quand même une cohérence. Et du point de vue de l'Union européenne, il faut surtout, je crois que c'est ça qui est important, tirer les leçons de ce Brexit. Si on ne veut pas de nouveaux Brexit demain avec d'autres pays, d'autres formes, on parlait tout à l'heure d'arrogance ou de nationalisme qui ressurgissent, il faut absolument qu'on se dise comment est-ce qu'on avance sur l'harmonisation fiscale, sur l'harmonisation sociale, comment est-ce qu'on construit au plan politique et au plan de la défense une Europe beaucoup plus souveraine et beaucoup plus unie. Tous ces débats-là, je dirais, et c'est ça qui est intéressant aussi en termes de calendrier, ils vont tomber en même temps. C'est-à-dire qu'on va avoir ces débats pendant la campagne européenne. Et donc, naturellement, l'Union européenne, elle doit avoir, en tout cas c'est notre point de vue, une cohérence. Et on ne peut pas dire aux Britanniques, vous sortez, tout va bien.
quand on explique aux autres qu'il faut faire un certain nombre, il faut respecter un certain nombre de règles, et nous-mêmes d'ailleurs on se les applique au plan budgétaire par exemple. Anne-Catherine Loisier. Non mais je crois que fondamentalement, c'est le sens même de l'Union européenne. On ne peut pas dire aux Britanniques qui sortent de l'Union, vous sortez mais vous aurez les mêmes avantages. C'est pas concevable, c'est tout le projet européen qui s'en trouve affaibli. Non, je voulais juste revenir sur la rapidité, ou en tout cas sur l'adaptation aujourd'hui de la France face aux échéances, puisque donc dans moins de 180 jours maintenant on doit être en capacité d'eux. Et c'est vrai que dans cette loi d'habilitation, ce qu'on pointe quand même, c'est des réalités très pratiques. C'est-à-dire, on voit de la part des entreprises nous faire remonter un certain nombre de problématiques sur les contrôles phytosanitaires. Alors, vous parliez des douaniers. C'est sûr que embaucher des douaniers, ça peut se faire assez rapidement. Trouver les vétérinaires qui vont faire tous les contrôles phyto, c'est plus compliqué. Et donc, il y a quand même un certain nombre de réalités pratiques là sur lesquelles on voit qu'on ne va pas être en capacité d'y répondre très clairement. Jean Bizet, pardon. Écoutez, depuis l'intégration de nos amis britanniques dans l'Union européenne, c'est-à-dire depuis 1973, ils ont été un partenaire extrêmement important. Mais ils ont passé une grande partie de leur temps à négocier un certain nombre d'exemptions, ce qu'on appelle les opt-out. Maintenant, ils veulent partir, mais ils passent leur temps à négocier des exceptions pour rester sur des points particuliers, ce qu'on appelle les opt-in, pour avoir le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes n'existe pas. Faire partie du premier marché économique mondial suppose des obligations. Et cela, le 30 mars 2019, ils deviendront un pays tiers. S'il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'il y a une volonté de les punir Non, il n'y a aucune volonté de punir qui que ce soit parce que de toute façon, on est tous punis dans cette affaire. On est tous punis. Mais un pays tiers, ça veut dire des barrières tarifaires, des contrôles douaniers, des barrières non tarifaires. Parce que l'objectif de l'Union à 27, l'objectif de Michel Barnier, c'est de ne pas laisser installer aux portes de l'Europe un pays ami, certes, mais qui va se livrer à du dumping, qui soit fiscal, qui soit environnemental, qui soit sociétal. Quand vous fabriquez un produit, si je puis dire un médicament, sans vouloir être trop long, le coût du produit sur la matière noble, c'est 30%. Le coût des contingences, des normes, etc. et tout, c'est 70%. Vous comprenez que le pays qui fera abstraction pour partie de ces 70%, il sera hautement compétitif. Ça, c'est pas possible. On n'y échappera pas à ce dumping social. Clémentine Forissier, et au final, ça revient un peu à ce qu'on disait à l'instant, il pourrait être plutôt gagnant dans cette affaire de Brexit de Royaume-Uni. Je pense que les Européens font tout depuis un bon moment pour que cette question du dumping, justement, n'intervienne pas trop. C'est-à-dire qu'on ne transforme pas le Royaume-Uni en un, je sais pas, Singapour sur Tamise. Il y a des gens qui ont mis cette idée sur la table qui paraît quand même assez difficilement probable parce que le Royaume-Uni, c'est un État qui entretient quand même une protection sociale, etc., qui a des coûts de fonctionnement et les Britanniques ne voudraient jamais qu'on revienne dessus. Donc il y aurait des vraies limites. On ne peut absolument pas dire que ça va devenir, à mon avis, un paradis fiscal à la porte de l'Europe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie préoccupation des Européens depuis le début et qu'ils y font très attention. Il y a un groupe de travail à Bruxelles qui travaille de façon très précise sur tout un tas de sujets précisément là-dessus. C'est un risque que l'on ne peut pas prendre. C'est un risque que l'on ne peut pas prendre. Mais regardez par exemple le modèle norvégien. Alors je sais que le gouvernement conservateur britannique a dit dès le départ, nous ne voulons pas de ce modèle-là. Les Norvégiens, ils ne sont pas dans l'Union européenne, ils ont refusé d'y entrer, ils participent au budget, ils sont dans les coopérations, ils appliquent la législation, ils sont dans le marché unique et ils ont les 4 libertés. C'est un modèle qui est cohérent. C'est le modèle qui a été proposé au début par les négociateurs européens. Il a été refusé. À partir de là, c'est aux Britanniques de faire des propositions. Je veux dire, on ne peut pas inverser quand même la charge de la preuve, si je puis dire. Enfin, il n'y a eu qu'un changement quand même. Hier soir, au dîner, j'ai pu lire, il y a, paraît-il, eu un changement d'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire, l'atmosphère ? Atmosphère. Oui, c'est le contexte. Theresa May était positive. Oui. Et pourtant, il n'y a toujours pas d'avancée concrète. Elle est arrivée sans éléments neufs. Theresa May, Anne-Catherine Loisier, ce Brexit sec, tel qu'il a été décrit hier dans l'hémicycle par la ministre Nathalie Loiseau, aurait des conséquences pourtant désastreuses sur notre économie. Ah oui, mais je crois que c'est très clair. Donc je pense que l'ensemble des négociateurs vont faire leur possible pour que nous n'en arrivions pas là. Mais j'avoue que ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui est de mauvais augure. Et j'espère que ça provoquera un sursaut. Je pense qu'on en est là. C'est que la deadline arrive et il faut aujourd'hui qu'on trouve des solutions. Et effectivement, ces solutions, aujourd'hui, elles sont entre les mains des Britanniques.
Eh bien, merci à vous Anne-Catherine Loisier, merci Jean Bizet, merci Ryan Lézard, merci Clémentine Forissier d'être venue sur ce plateau pour débattre de cette question du Brexit. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, votre rendez-vous On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.